Justement, j'allais commencer à dire que je ne suis pas venu pour vous entretenir d'un sujet exaltant, puisqu'il s'agit de la politique étrangère de Macron. J'avais déjà fait un livre sur sa politique intérieure, et ça, c'est le deuxième volet. Il ne faut pas croire que c'est du passé. Certains diront il n'a plus d'assemblée, il y a un Premier ministre qui est là, il est discrédité, ce qui est vrai, mais il ne compte pas. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il garde la maîtrise de deux ministères clés, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. D'autres aussi, mais ces deux-là sont tout à fait fondamentaux pour l'action internationale. Et derrière le ministère de la Défense, il y a un état-major militaire qui a été très probablement soigneusement sélectionné pour exécuter les ordres du chef des armées qu'il est, quel qu'il soit. Alors, on peut présenter tout ça sous l'angle anecdotique, dire qu'il a eu une diplomatie désastreuse, que c'est un maladroit, que c'est un incompétent, qu'il s'est fâché avec beaucoup de pays d'Europe et du monde, qu'il a fondamentalement manqué le respect à l'égard de beaucoup d'interlocuteurs, surtout si c'était de petits pays, qu'il a un problème de crédibilité et que la France a un problème de crédibilité. Une des raisons, il y en aura d'autres, c'est sa rhétorique du « en même temps ». Quand vous faites une dissertation d'ENA, vous devez faire une première partie, vous dites ceci, et puis ensuite deuxième en même temps, et puis deuxième partie, vous faites en même temps le contraire. Ça, c'est archi classique. Peut-être que dans une campagne électorale, selon la salle, selon la ville, vous pouvez dire une chose et puis en même temps dire l'autre un petit peu plus loin. Dans un discours au Congrès, comme il en a fait les chambres réunies à Versailles, il adoptait cette rhétorique. Mais quand vous êtes face aux représentants d'une grande puissance, ça marche pas. Il faut pas se foutre de leur gueule. Et ça, les doubles jeux à 4 choux, les doubles jeux foireux, comme il les a multipliés sur tous les sujets, entre l'Ukraine et les États-Unis, entre l'Algérie, le Maroc et même au Proche-Orient, ben, ça ne passe pas. Et très vite, celui qui pratique ce genre de rhétorique est discrédité. Mais il n'y a pas que, on pourrait évoquer toutes les fraudes qu'il a faites. Quand on les regarde de près, la plupart n'en sont pas. On y reviendra. Et quand on regarde au cœur, c'est pas un fantaisiste, c'est peut-être un psychopathe, mais ça suffit pas de dire ça. C'est fondamentalement, pour moi, un idéologue. C'est-à-dire que toutes ces prises de position, en matière internationale comme en matière nationale, et aujourd'hui, l'un et l'autre ne se séparent pas, sont dictées par l'architecture rigoureuse de ce qu'on appelle, faute de nom français, l'idéologie woke. On pourrait dire libéral, libertaire. J'hésite à dire ultra-libéral ou ultra-libéral, parce que quelqu'un qui passe son temps à censurer, et ça vaut pas que pour lui, ça vaut aussi pour tous les pays d'Europe. Je vois pas comment on pourrait appeler ça libéral au sens traditionnel du terme, celui du 19e siècle, celui qui voulait plus de liberté, de pensée, de parole, et de toutes les libertés. Donc, cette philosophie, elle n'est peut-être pas aussi architecturée que le marxisme-léninisme, mais tout de même, elle comprend toute une série d'articulations, c'est de points forts, qu'on retrouve de manière à peu près uniforme chez tous ses adeptes. Libre-échange, ça va de soi, libre-échange des marchandises, libre-échange des hommes, et libre circulation entre les frontières, bon, ce qu'on appelle aussi immigrationnisme, et nous la conséquence, ce métissage.
Et comme Macron s'inscrit dans un mouvement général qui le dépasse, vous n'avez pas été sans remarquer que presque toutes les publicités auxquelles nous sommes soumis, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les panneaux publicitaires, comportent un couple mixte. C'est-à-dire qu'il y a derrière un très puissant vent mondial qui a une influence et dont il est un des grands prêtres et le vecteur. Même si je suis pas contre a priori, l'amour c'est l'amour, mais enfin le couple mixte c'est 1 ou 2% de la population, c'est pas 100%, quoi. Et il y a un projet de métissage universel, d'ailleurs il n'est pas le seul. Sarkozy aussi avait fait l'éloge du métissage à un moment donné. Ça fait partie de la philosophie du sans frontières. Sans frontières entre les États, sans frontières entre les peuples, et on le verra sans frontières entre les sexes aussi. Refus de soutenir des éléments de puissance nationale, et notamment l'industrie nationale. La liste des entreprises stratégiques que Macron a laissé partir est impressionnante. Nous connaissons les plus importantes, comme Alstom, et d'autres, mais il y en a une longue liste. C'est un refus de principe. C'est un refus de principe. Je veux bien qu'il y ait derrière une affaire, peut-être qu'une affaire d'argent, entre qui et qui, je ne sais pas. Mais il y a une philosophie derrière. L'avortement dans la Constitution, c'est aussi un courant mondial. Il y a dans la sphère du mondialisme, il y a des associations qui ont la liste des 150 pays du monde et qui cochent les uns après les autres ceux qui l'ont mis dans la Constitution, en espérant le mettre dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, et puis celle est déjà dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a derrière une tendance lourde, et qu'il n'y a pas que ça aussi. Il y a une loi qui revient pratiquement à l'autoriser jusqu'au dernier mot de grossesse, mais c'est entre les lignes. Le climat, il a fait ça. Ça marque forte du climat, Macron. Et le climat pour la France, mais aussi va prêcher le climat en Europe et dans le monde. Le climat, c'est-à-dire les obligations de sauver la planète, et d'éviter ce que certains appellent le réchauffement climatique, mais un jour comme aujourd'hui, on se contentera peut-être de la formule basse, qui est le dérèglement climatique. Vous comprenez que c'est ce que je veux dire. Le Covid, c'est pas une idéologie, c'est pas un fait idéologie, mais c'est arrivé là au milieu, et ça a eu le même traitement qu'une idéologie, c'est-à-dire mondialisme, traitement mondial, extrême intolérance pour la minorité qui contestait soit la réalité de l'épidémie, c'était assez rare, soit l'opportunité des mesures qui ont été prises. Et Macron en fait le meilleur. Et puis intolérance. Sur tous ces sujets, tous ceux qui sont pas d'accord sont l'objet d'une intolérance. On n'est plus au 19e siècle dans les discussions entre gens de bonne compagnie. Toi, c'est avec dit, oui, moi, c'est juste avis, on va discuter, et puis on va se quitter bons amis. Non. C'est là qu'on reconnaît idéologie, qu'on reconnaît que c'est pas une pensée ordinaire. Idéologie, c'est très grave. Je n'hésite pas à dire que c'est une pathologie de la raison politique. Et c'est pour ça que c'est très rationnel. C'est la pathologie de la raison, et il n'y a pas plus logique que ni de l'autre. Quelqu'un. Mais la vraie politique, c'est précisément de pas être logique. Parce que la réalité est tellement complexe, si vous êtes complètement logique, c'est que vous êtes réducteur. Oui, il tient compte un peu de l'opinion, mais il n'a pas, par exemple, propagé l'idée de libéraliser, ou émanciper, je n'ai pas le mot. Et qu'il s'agit d'idéologie, je n'ai pas le mot libre et libéral. Les drogues, dures ou douces ou dures, l'Allemagne l'a fait au même moment, avec le même genre de gouvernement. Mais là, on sait que les Français, on peut pas leur faire avaler n'importe quoi. Heureusement qu'ils existent. Et ça serait bien qu'ils n'existent pas,
puisque les idéologues sont généralement en lutte contre leur peuple respectif, mais en France, c'est un travail de longue haleine de les faire disparaître. Enfin, le grand remplacement lui fait pas peur, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Enfin, ce qui aura à la place, ce sera pas forcément tout à fait pour aller dans son sens. Il a été l'élève exemplaire, comme il a été pas tout à fait exemplaire dans ses études, puisqu'il a raté 2 fois l'école normale supérieure, et puis à l'ENA, il s'est trouvé bien placé, mais dans un concours qui a été annulé pour tricherie. Alors, qui a triché dans cette promotion, ça je sais pas. Enfin, il se trouve que le classement lui a été très favorable. Je ne suis pas persuadé qu'il soit aussi brillant qu'on le croit, mais il a quand même un tempérament bonnet qui veut flatter flatter le maître, qui veut se faire bien, qui veut se faire bien voir, et surtout ces sujets est exemplaire, en particulier la lutte contre le Covid. Vous savez, 2 grands pays d'Europe, qui sont la Suède et qui sont l'Allemagne, qui pour préserver leur industrie ont fait le minimum syndical, ou à peu près. Hein. Lui, pas. Lui, c'était vraiment maximum. Nous sommes en guerre, et coûte que coûte, on appliquera à la lettre avec un zèle particulier toutes les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et des autres organisations parallèles qui se sont branchées dessus, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, maintenant, ils vont déguster cela, hein, avec le ministre, disons, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, c'est un vrai homme de gauche. Bokeny. Alors, l'idéologie, mais il n'est pas un créateur d'idéologie. C'est pas Lénine, hein, c'est pas Marx, c'est pas Hitler. L'idéologie, c'est celle de son milieu, de sa génération, de tous ceux qui suivent le mondialisme. Et donc, lui, il l'a reçu. Il l'a reçu, c'est une espèce de buvard, hein. Il est très transparent aux influences, on sent comme ça. Et pour lui, tout ça, c'est une évidence. Tout ce que je viens de dire, c'est une évidence. Donc, c'est l'idéologue de base. C'est pas parce qu'en haut, la structure soviétique, on va dire des gens qui n'y croyaient pas, qui faisaient semblant d'y croire. Alors que lui, il y croit. Hein. Il y croit, enfin, il fait pas partie de ce petit cercle de cyniques qui organise les choses en n'y croyant pas. Je sais clair. Mais il y croit parce qu'il est un homme de son temps et de son milieu. Ça, c'est sûr. Et il faut bien dire que la plupart des politiques ont été orientés dans le sens que nous venons de dire depuis des années, avant qu'il y soit, mais qu'il a apporté une puissance supplémentaire, un agrandissement, un renforcement supplémentaire. Alors, je parle beaucoup d'idéologie. Pour moi, l'idéologie, c'est 2 choses. Une fois, j'avais décidé, dans un autre livre, j'avais fait les 24 caractères d'une démarche idéologique. Là, j'en vois des résume à 2 après avoir réfléchi. Le premier, c'est une simplification du réel. Comme le réel est complexe et qu'il ne se laisse pas faire, certains vous diront que c'est une guerre contre le réel. En tout cas, la lutte, toute la politique mondiale se résume à la lutte des classes. Voilà une simplification du réel. L'idéal mondial, c'est un libre-échange total où plus aucune entrave aux échanges. C'est une simplification du réel, évident. Et puis la deuxième, c'est que cette simplification est tellement merveilleuse, on doit en attendre des effets tellement extraordinaires qu'elle a un caractère messianique. Alors, messianique, c'est un très grand mot. Quand on ramène à la surface du sol, enfin, en tous les cas, c'est le progressisme. On est inscrit dans un progrès. J'ai vu que Macron n'est pas sorti de cette rhétorique du progrès, qui pour moi est parfaitement fallacieuse. C'est à part le progrès scientifique et le progrès technique, qui sont des réalités incontestables, le progrès dans tous les autres sujets
Hélas, le XXe et le XXIe siècle nous ont appris qu'il est très relatif. Et il est allé dire que comment ça, le ministre de le ministre de Trump, qui se Musk. pardon Musk. Musk, ouais. Il est allé dire que Musk propageait une propagande réactionnaire. Et si vous êtes réactionnaire, ça veut dire que vous pensez qu'il y a un progrès. Parce que le réactionnaire, c'est celui qui freine ou qui essaie de tirer les choses en arrière. Donc, il est encore dans cette rhétorique. Alors, s'agissant, est-ce que tout ça intéresse la politique étrangère? Oui, profondément. Parce que d'abord, Macron, comme tout Conseil européen, toute la diplomatie européenne, c'est fixé pour objectif de répandre dans le monde les idées woke, qu'ils considèrent comme tellement eux aussi, les présidents de Belgique, de Danemark, je ne sais où, considèrent comme tellement évident que il n'y a pas à discuter, c'est bon pour l'Afrique, c'est bon pour l'Asie, et il faut y aller leur prêcher, quitte à se faire haïr et détester, parce que c'est quelque chose que détestent non seulement les individus, mais les peuples, c'est qu'on leur fasse le leçon. Alors, il y a aussi des opposants dans le monde, parce que leur idée, c'est de construire le monde à l'imitation de ce qu'est l'Europe, de ce qu'est les États-Unis aussi, mais les États-Unis vont avoir du mal maintenant, vous imaginez bien, parce que le nouveau président s'inscrit en rupture directe avec tous ces caractères. Alors, ils veulent... il y a pour conquérir le monde à ces idées, il faut avoir la maîtrise des autres pays. Il y en a un qui résiste, c'est la Russie. Non pas que la société russe soit très différente de la nôtre. Hein. C'est pas une société moraliste et moralisante. C'est pas le genre des Russes. C'est pas une société. Il y a une démocratie qui est aussi imparfaite que dans certains départements du Sud-Ouest que je connais, où le Parti socialiste est au pouvoir depuis 50 ans, et indélogeable. Bon, ça veut pas dire qu'on exécute ceux qui votent pas socialiste. Non, mais ça. Il y a des situations qui sont éminemment stables. La Suède a été social-démocrate pendant 50 ans. Le Japon a le même parti pendant 50 ans. Donc, mais il reste que la Russie conteste la philosophie. Malgré une réalité qui n'est pas si différente de la nôtre, elle conteste toute cette philosophie woke. Je dis une philosophie qui n'est pas très différente de la nôtre, parce que la Chine, au contraire, est radicalement différente. Dès que quelqu'un vous dit les pays autoritaires, la Russie, la Chine, vous êtes sûr que il n'est pas intelligent. Parce qu'il y a une distance infiniment plus grande quant à la vie quotidienne et de tous les sujets entre la Russie, entre la Chine, qui a gardé le communisme, qui a gardé le pire du communisme, elle n'a pas gardé le meilleur, c'est-à-dire elle a gardé le pire, c'est-à-dire des camps de concentration, les prisons, la surveillance généralisée, etc. Toutes choses que vous ne trouvez pas en Russie. Alors, dès que quelqu'un vous assimile l'un à l'autre, c'est qu'il a des instruments d'analyse qui sont incorrects. Alors, la Russie, Macron s'est lancé dans la politique étrangère dès qu'est apparue la crise russe, et est apparue progressivement, enfin, avec une rupture qui est le coup d'État de 2014, qui a mis à la tête du gouvernement, qui a viré quelqu'un qui avait été légitimement élu, qui était plutôt pro-russe, pour le remplacer par quelqu'un qui n'était pas élu immédiatement, et qui était anti-russe. Bon, c'est ce que Valéry Giscard d'Estaing. Il est vrai que c'est un extrémiste, un complotiste, et tout ce qu'on veut. Valéry Giscard d'Estaing a appelé ça un coup d'État de la CIA. Beaucoup d'autres, mais ils n'ont pas autant d'autorité que l'ancien président de la République. Alors, vous avez ce woke
il est international. Il est occidental. Les Occidentaux considèrent qu'il est valable pour la Terre entière. Mais, à de nombreux aussi, dans l'Europe de l'Ouest, il y a une version particulière. Version particulière, c'est l'Europe supranationale, la construction européenne. Et cette construction européenne, c'est-à-dire, c'est une chose clairement, la volonté de faire bientôt un seul pays de droit international, avec une seule diplomatie, un seul drapeau, une seule équipe de foot, je suppose. Enfin, je sais pas comment ça se passera, mais enfin, c'est ça qui est important. Un pays, c'est pas seulement un territoire et un territoire et une population, c'est aussi un drapeau, c'est aussi une place aux Nations Unies, c'est une équipe de foot. Tout ce qu'on devrait concéder aux Palestiniens, je pense que si ce serait déjà, je pense qu'ils seraient déjà très contents d'avoir tout ça. Alors, pour cette construction, Macron est fanatique, au point d'oublier complètement qu'il est français. Quand la plupart de ses discours donnaient des solutions européennes aux problèmes français, et il a essayé de faire progresser, dans le sens qui lui convient, l'idée européenne, la construction réelle euro, c'est pas seulement l'idée, faire progresser la construction, en faisant rentrer dans le domaine européen, avec sa complice von der Leyen, deux domaines qui n'y étaient pas, le commerce des armes pharmacie et d'autre part la pharmacie, la pharmacie et plus largement la santé. Et puis il a réussi quelque chose qui est interdit par les lois européennes, c'est un emprunt européen. L'emprunt européen qui sera remboursé par le budget européen. Pas négligeable puisqu'il est de 400 milliards sur un plan total destiné en plan total de relance européenne à la suite de la crise du Covid qui est de 800 milliards. Et il est très difficile de mettre tout le monde d'accord parce qu'il y a ceux qui devaient payer comme les pays du Nord, un peu riches, l'Allemagne en tête, qui voulaient pas trop payer. Les pays du Sud qui voulaient beaucoup recevoir et pas payer. Alors il s'est arrangé pour faire un traité où les pays du Nord payent pas trop, les pays du Sud reçoivent beaucoup. Et pour que tout ça soit possible, il fallait qu'il y ait un pays qui se sacrifie. Pardonnez-moi le couillon de service, parce qu'ils croient à quelque chose que les autres ne croient à rien à leurs intérêts. C'est la France de Macron qui, elle, recevra peu et paiera beaucoup. Alors, elle sera même déficitaire dans cette opération. Ça, c'est typique d'une diplomatie pervertie. La diplomatie pervertie consiste à défendre bec et ongle, n'avoir aucun autre objectif que de défendre bec et ongle les intérêts de son pays. Vous me direz, ça conduit à la guerre. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que la guerre, ça rapporte pas. Généralement, c'est nuisible. Donc, quand on défend que ses intérêts économiques, évidemment, ça peut être farouche quelque part. Trump s'apprête à défendre les intérêts économiques des États-Unis, il ne fera pas de deux. Il n'y a pas de raison qu'on aille jusqu'à la guerre, parce que la guerre, je suis pas du tout dans l'optique de Lénine, qui vous voulez que les guerres soient la conséquence du capitalisme et de l'avidité capitaliste. C'était pas l'opinion du général de Gaulle et de quelques autres. Et les intérêts se prêtent à des coûts. Ce ne sont pas illimités. Vous pouvez mettre des chiffres. Et donc, se prête à des compromis. Donc, c'est une attitude éminemment pacifique, de défendre ses intérêts. Et là, ceux qui défendent des idéaux, ces idéaux n'ont aucune limite et peuvent conduire à la guerre. Comme par exemple, les printemps arabe qui avait été suscité pour démocratiser le monde arabe, ça a mis le feu à dizaines de pays qui s'en sont jamais remis. Donc Macron, dès lors qu'il sacrifie les intérêts des Français après le pays est en faillite, la France est en faillite, pour
faire réussir son opération d'un emprunt européen, il se situe dans une toute autre logique qui est celle de la diplomatie traditionnelle. Et c'est une idéologique parce que je suis persuadé que l'Europe est le produit d'une idéologie et non pas d'un raisonnement naturel ou de bon sens. Quand tu as parlé d'une révolution du bon sens, c'est le bon sens qui manque dans toutes ces opérations. Alors, néanmoins, c'est un échec parce que il voulait aller plus loin. Il s'est fâché avec von der Leyen pour des raisons que aucun journal ne vous expliquera, mais il y a un problème quelque part, je ne sais pas lequel. Alors, est-ce que c'est parce que lui voulait renouveler le commissaire, il s'appelle, pardon, Thierry Breton, et qu'elle n'a pas voulu? À mon avis, c'est les Américains qui ont donné l'ordre à von der Leyen de ne plus prendre Thierry Breton, parce que Thierry Breton, malgré tous les défauts qu'on peut lui connaître et son idéologie, qui est archi-européiste, voulait défendre les intérêts européens contre les GAFAM et contre quelques grands intérêts. C'est mon opinion. Von der Leyen. En définitive, en dernière instance, au dernier moment, vous trouvez quelque part un commandement américain. Oui. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'Allemagne et puis d'autres pays qui prospèrent comme les Pays-Bas, la Finlande, Danemark, même s'ils sont pas dans l'euro, la Suède qui est pas dans l'euro, ils se disent que la prochaine fois, que tous ces pays du Sud qui sont pas sérieux dans leur gestion, et ils mettent la France, ils mettaient pas la France jusqu'à la Tressan, après ils y mettent la France, un de ces jours ils feront faillite et c'est nous qui devrons payer. Donc là, ils sont pour l'euro parce que ça les favorise. Ça les favorise beaucoup, alors que nous, ça nous favorise pas du tout. Mais ils sont contre l'emprunt européen parce que là, ça veut dire qu'ils sont pas solidaires, quoi. Ils sont pas solidaires pour rembourser le jour où ils auront un pépin chez leurs partenaires. Et là, Macron s'est quand même un peu planté dans son projet européen. Avec la presse aux ordres que nous avons, on n'a pas eu une bande en première page dans Le Monde, Le Figaro, Les Échos. Emmanuel Macron a un échec sur les questions européennes. Enfin, la vérité, c'est ça. Alors, d'où vient cette idéologie? Elle n'est pas nouvelle, puisque Jean Monnet, par exemple, a été un des premiers grands prêtres de cette idéologie. Jean Monnet, dont vous a expliqué longuement, je crois ici, ses liens avec les grands intérêts américains qui datent d'avant la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, c'est pas le sujet tout à fait, mais enfin, je me permettrai quelques digressions. Je sais que vous avez eu un excellent exposé sur Jean Monnet, mais je suis pas sûr. Il y a déjà quelques temps. Et sur ses secrets, mais ce qu'on vous a peut-être pas dit, c'est que le 17 juin au soir, il n'y a pas beaucoup de relations, il n'y a pas un carnet mondain extraordinaire, il est invité par Jean Monnet, il va dîner chez Jean Monnet, 40 ans. Et puis Jean Monnet l'a sûrement jaugé, a sûrement vu que ce serait pas un partenaire facile pour les États-Unis. Le 18 juin, au soir, De Gaulle prend la parole, vous le savez. Le 19 juin, le soir aussi, enfin, dans tous les cas, dès le 19 juin, Jean Monnet a appelé plusieurs ministres du gouvernement britannique pour que De Gaulle ne prenne plus la parole. Ce qui veut dire que maintenant, ça n'existe plus. Et le 19 juin, le 18 ou 20, je crois, on lui dit, c'est fini. Il ne prendra plus la parole à la BBC. Et là, De Gaulle a appelé Churchill. Le Churchill a dit, De Gaulle prendra la parole. C'est pour vous dire l'état d'esprit de Jean Monnet, qui est quand même un des constructeurs du monde contemporain, des constructeurs, comme on veut. Alors, pour ce qui est il y a toute une
En dessous, je sais pas. J'attends un grand livre qui nous montre l'architecture de l'État profond américain, de tous ceux qui organisent l'ordre mondial. Est-ce que la CIA est plus importante que le Pentagone? On m'a dit que c'est le Pentagone qui décide tout. Est-ce que les 4 ou 5 grands milliardaires type Bill Gates, etc., sont plus importants que pareil que FBI? J'aimerais savoir. J'ai l'habitude de dire que c'est comme un banc de poissons. Mais eux, toute la sphère occidentale, tous les dirigeants de la sphère occidentale, les Européens, après, ils ont été choisis pour ça, pour suivre. Et ceux qui n'étaient pas susceptibles de suivre cette idéologie, flingués, et quelquefois flingués en tout début de carrière. Donc là, il faut pas s'attendre à avoir un personnel de toute première qualité en Europe occidentale aujourd'hui. Il y a un excellent film qui le montre, c'est le film qui s'appelle le Ghostwriter de Polanski, que je vous recommande tous. Il vous explique comment ça se passe. Et Polanski, le jour où ce film est sorti, enfin la semaine qu'il est sorti, il y a un juge américain du fond de la Californie qui envoie un mandat d'arrêt à la justice suisse. Alors, évidemment, tout un mouvement féministe, le sabot, l'autre, etc., sans aucunement voir la dimension géopolitique, puisque l'affaire classée depuis 40 ans, il y avait, et ça, c'est un grand film qui, si vous dites, mais pourquoi ils sont si nuls? Pourquoi? Et là, ils sont nuls, mais vraiment, plus que jamais. Si vous regardez le Conseil européen du 19 décembre, vous êtes tous en pleurs de voir qu'ils allaient tout perdre avec Trump. Il y aura plus d'Union européenne, il y aura plus d'OTAN, il y aura plus rien. Tous leurs repères étaient perdus. On avait certains étaient même prêts à continuer la guerre d'Ukraine rien qu'avec des Européens. Ils étaient lamentables, ils se faisaient pitié. Mais ils sont toujours sur cette ligne. Ils sont toujours sur cette ligne. C'est-à-dire que aujourd'hui, la meute ouest-européenne a été lancée par le chef de meute qui était américain. On les a laissés se ruiner avec les sanctions et se ruiner en envoyant des armements qui ne sont pas payés. Mais ces Américains font toujours payer, même 30 ans après. Et les Européens, c'est des dons. Ça fait une différence. Et puis maintenant, le maître a changé d'avis. Il a dit maintenant c'est fini la chasse à courre. On va laisser courir le chevreuil. Et là, la meute se révolte et elle veut continuer à envoyer, etc. On en est là. Et je vous fais remarquer que ce qu'on dit de la France, la politique étrangère de la France, on peut le dire de la politique étrangère de l'Europe, qui est largement inspirée par celle de la France, malgré tout. Et vous avez des négociations très importantes quand tu ces temps-ci au Proche-Orient pour aboutir au cessez-le-feu. Béni soit le Seigneur, c'est le feu, si dur. Mais vous avez aussi des négociations sur l'Ukraine. Ni Bruxelles, ni les Européens, ni même les Anglais, ni les Français ne sont associés à ces négociations à zéro. Mais pas. Ouais, tout ce qui se passe d'important aujourd'hui dans le monde, les Européens, et tous les Européens sont tenus à l'écart. Négociations sur Gaza, il y avait l'Égypte, il y avait des Émirats, il y avait la Russie. Quand la Chine n'était pas, il y avait Israël et les États-Unis. Et voilà, les Russes avaient fait des négociations sur la Syrie qui n'ont pas, qui aujourd'hui sont un peu dépassées, mais des négociations d'Astana. Il y avait beaucoup de pays, mais il y avait pas ni les Français ni les Européens. Alors voilà une année. Cette idéologie, je ne sais pas d'où elle vient, c'est une grande question. Mais il n'y a pas que l'idéologie. Il y a aussi le rapport de force. C'est la deuxième constat, je serai un petit peu plus court sur ce sujet-là. Macron est sensible au rapport de force. Bon, il ne croit pas être élu s'il n'était pas sensible, puis il n'y a pas de bons conseillers qui ont expliqué.
bien bonne connaissance des rapports de force au sein de l'establishment français. Ça, c'est incontestable. J'ai establishment parce que euh, euh, Le Pen, Jean-Marie Le Pen disait établissement pour franciser la chose, mais établissement, ça veut pas dire exactement la même chose. Je préfère, il y a des mots anglais qui sont irremplaçables, comme leadership, par exemple. Vous trouvez pas l'équivalent avec ça en français. Alors, toujours est-il que le rapport de force est très important, et je reprends mon image cynophile ou synégétique. Macron, c'est comme dans une, on va dire une cour de récréation, donc ça peut être aussi des animaux de basse-cour. Quand il est face, c'est un moyen chien, quand il est devant un gros chien, ouais, il attaque pas. Ça, il a cohabité avec Trump, qui a pas du tout ses idées ni sa philosophie pendant 4 ans, 2016 à 2020. Les choses ne sont pas accrochées. Il y a une très bonne entente entre deux partenaires quand l'un est fort et l'autre est faible, et que le faible obéit au fort. Bon. Il y a eu des petits coins, notamment la fiscalité des GAFAM. Bon. À l'époque, je me disais, je vois pas pourquoi que Trump défend avec tant d'acharnement les GAFAM, qui sont les principaux responsables de sa défaite de 2020, qui ont s'apprêté à l'exécuter en 2020. Mais maintenant, on comprend. Maintenant, je comprends. Il y a le retour de la politique qui avait été la sienne et entre 2016 et 2020. Pour prendre d'autres exemples sur l'Allemagne. L'Allemagne qui exerce de facto un leadership en Europe, tout en étant sous une férule encore plus rigoureuse que celle de la France, que subit la France. On sous-estime toujours la rigueur de l'emprise que les États-Unis ont sur l'Allemagne. Ils n'ont pas oublié 1945. Et ils n'ont pas oublié non plus ce qui s'est passé dans les 2 ou 3 années qui ont précédé. C'est une... Donc les Allemands ne laissent pas faire n'importe quoi. Quand ils voulaient larguer la Grèce parce que vous voulez garder que des pays sérieux au sein de la zone euro, ils ont été rappelés à l'ordre dans la nuit qui a précédé la prise de décision. Le fil qu'ils avaient au cou a commencé à les ébranler. Et donc au petit matin, on a trouvé un accord avec la Grèce. Et il y a d'autres exemples comme ça. Il reste que vis-à-vis des États-Unis, ça a été le suivisme quasi total. Et quand vous avez l'impression que Macron a eu une politique indépendante et sympathique, je fais le cas par exemple quand il alla en envoyant des forces armées, des forces navales à la défense de la Grèce, contre laquelle Erdogan a piqué un coup de sang sur l'affaire de pétrole sous-marin. Eh bien, bon, moi j'ai trouvé ça sympathique. De mon côté byronien, je sais pas que c'est une... Mais ne vous faites aucune illusion. Ce sont les États-Unis qui l'ont demandé de le faire, parce que les États-Unis ne pouvaient pas courir le risque d'attaquer bien en tête de la Grèce, la Turquie, et donc qui est membre de l'OTAN, qui est un acteur géopolitique très important. Donc on a envoyé les Français. On dit aux Français d'y aller parce que les Français, c'est pas l'OTAN, c'est la France. Ouais, c'était ça. Il y a d'autres exemples comme ça, pas me court. Vis-à-vis de l'Arménie, je sais pas très bien ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas empêché l'épuration ethnique, mais enfin, il a envoyé quelques gestes selon lesquels la France soutient l'Arménie, au moins politiquement. Et moi, j'ai tenu ça pour un peu négligeable, mais quand je vois l'agressivité internationale de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de la France, qui est allé déclamer aux Nations Unies ses reproches contre
le néocolonialisme français qui remet en cause tous nos territoires d'outre-mer, qui a envoyé de l'argent chez les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, je me dis quand même que l'Azerbaïdjan est pas si courant que ça de sous-café de la France à ce moment-là. Mais voilà, on verra la suite. On verra la suite. La Chine, il est allé en Chine 2 fois. Le président chinois qui est venu en France est venu en France. On trouve étrange qu'il soit allé en Chine, il soit venu en France accompagné de Madame von der Leyen. J'y ai vu au départ une attitude purement idéologique. Les idéologues considèrent que ce qu'ils veulent est déjà arrivé. Donc, ils veulent l'Europe supranationale. Il faut faire comme s'il était déjà là. J'ai entendu une rumeur, mais je me demande si c'est pas une fake news pour exonérer Macron, comme quoi il aurait été obligé quelqu'un aurait obligé von der Leyen d'y aller, à y aller. Je sais pas le dernier mot. Et toujours est-il que la Chine, il n'a jamais attaqué la Chine bien en tête, ça c'est sûr. Alors, ensuite, il y a les pays qui jugent être des pays moins importants que la France. Et à tort aujourd'hui, parce qu'ils sont en voie de nous rattraper sur certains plans. La Pologne qui nous a largement rattrapés sur le plan militaire et l'Italie qui nous a rattrapés sur le plan économique, presque. Situation aussi catastrophique en Italie qu'en France, sur beaucoup de plans, notamment dans l'endettement public. Mais l'économie italienne, elle tourne, elle marche, ils produisent. Et alors, il a traité, au-delà de toute, courtoisie, la Pologne quand il est allé en Pologne, l'Italie, pour la Pologne, il est allé faire de la leçon sur le respect de l'état de droit, sur l'indépendance de la justice, qui parle de l'indépendance de la justice, on voit ce qui se passe en France, sur l'avortement. Entre nous, les Polonais ont interdit l'avortement. Le taux de natalité qu'ils ont, un des plus faibles d'Europe, j'ai quelques doutes quand même sur l'application. Enfin, c'est pas l'affaire du président français, bien peut-être se mêler de ça, ni même de la commission de Bruxelles. Et l'Italie, il a cru aider les problèmes de la Libye tout seul sans consulter les Italiens. Évidemment, ça n'a pas marché. Il s'est pas cher avec les Italiens. Et ensuite, quand Madame Meloni a été élue, il s'est précipité à Rome, et pas pour dire bienvenue au club, on s'embrasse, etc. Faut trouver sympathique qu'il envoie ça. Et ensuite, Madame Meloni, non, c'était pour une inspection et un avertissement qu'il faudrait respecter l'état de droit, que ça. On vous tient à l'œil, vous êtes des fascistes. Voilà. Évidemment, ça n'a pas pris plus ni à Madame Meloni, ni aux Italiens. Voilà un pays avec lequel tout nous porterait à collaborer, c'est l'Italie, avec lequel on se fâche assez stupidement. Donc, de façon plus générale, cette civilité de Macron a des conséquences considérables, et notamment en Afrique. C'est que quand vous avez parlé au patron et qu'il y a le domestique qui le suit en portant la balise derrière, vous n'avez pas besoin de parler au domestique. Et d'ailleurs, c'est l'explication ultime de la désaffection de beaucoup de pays d'Afrique vis-à-vis de la France. Ce pays complètement aligné sur les États-Unis, quel intérêt aurions-nous à garder des relations spéciales? On passe pour des ploucs, puisqu'on s'attache à une puissance qui n'en est plus une. Et là, il a été très désagréable sur la plupart de ces pays qu'il méprise, avec un fond de racisme assez typique des élites françaises. Une carrière qui passe par l'Afrique, dans le public aussi bien que dans le privé, c'est mal barré. Il faut mieux pas y aller. Et alors, il y a le Rwanda. Le Rwanda, c'est spécial. C'est pas là, le rapport de force est inversé. Pour les gens qui nous échappent, mon opinion, c'est pas obligé de la partager. L'opinion de beaucoup de gens que je juge très raisonnable. Kagame, le président, est responsable de la mort d'au moins 4 millions de personnes. Pour tout.
face à 400 000 Tutsis, et dont on parle que de 400 000 Tutsis. Et Kagame a l'appui de toute la gouvernance internationale, et donc celui de Macron, et Macron n'a connu que Kagame. Alors, au point d'aller faire des actes de repentance, que Sarkozy avait déjà fait d'ailleurs, sans la même écurie, il faut pas oublier, des actes de repentance pour des complicités de génocide de l'armée française qui n'existent pas. Il n'y a pas le moins recommencement de l'objet assez rapproche. On a réussi, grâce à des puissants moyens de propagande, qui ne sont pas seulement ceux du Rwanda, qui sont ceux des grands réseaux américains, européens, etc., à faire croire au monde entier que la France s'était déshonorée. On a au contraire, et le seul pays qui a résisté, a tenté de résister en vain à l'arrivée au pouvoir d'un personnage dont le bilan est assez monstrueux, qui n'a pas beaucoup de précédents dans l'histoire de ces 2 siècles. Alors, moi, je dis qu'il a été marabouté par le président de Rwanda. En tout le cas, il y a quelque chose qui dépasse la rationalité ordinaire. L'Algérie, vous avez vu, ce goût de la repentance, c'est à toutes plusieurs reprises. Et du coup, ces pays auxquels il va faire repentance, il s'intéresse, il ne va pas dans des pays qui sont les amis de la France et qui attendent que la visite d'un président français comme Madagascar. Madagascar, on a un président pro-France. On a un peuple très, très paisible. Et on a un grand pays francophone. Mais on s'y intéresse pas. On s'y intéresse pas. Alors que ceux qui nous insultent de tout ça, alors là, on y va. L'Algérie, ce goût de la repentance me paraît extraordinairement... Je cherche la raison. La première raison, c'est que intellectuel, il ne connaît rien en Afrique. Mais par contre, il était très imbibé par Sciences Po Paris du temps de Richard Zécoin, du décolonialisme américain venu et le décolonialisme américain a tendance à aggraver le cas de la France. Donc, imbibé de ces idées-là, il s'est cru obligé d'aller demander pardon un petit peu partout, enfin là aussi, mais en Côte d'Ivoire également. Je sais pas, l'autre idée, c'est que la repentance, c'est une perversion. Je n'ose pas dire une perversion sexuelle, pour qu'il y a des gens qui sont fouettés tout en se confessant des fautes qu'ils n'ont pas faites. C'est ici. Je suis à l'oral, mais donc je suis un petit peu plus cru, mais après c'est pas possible que ce monsieur ait passé son temps à demander pardon la France de fautes qu'elle n'avait pas commises. Bon, là, lui, il est beaucoup de choses un peu en guerre d'Algérie, mais après c'est loin. Alors, voilà. Et on pourrait aller plus loin et creuser la psychologie, dire qu'il y a une haine profonde de la France pour telle ou telle raison. Je crois pas. Parce que la haine idéologique, elle est froide. Elle est tellement rationnelle qu'elle va très très loin. On a des exemples dans l'histoire où vous pouvez avoir un niveau de haine modéré, démultiplié par l'idéologie, qui fait beaucoup plus de ravages que une haine extrême, mais qui est pas idéologique. Donc lui, je crois que il faut pas aller plus loin qu'une idéologie. Le 3e niveau, c'est ça. Enfin, il reste quand même qu'il s'est attaqué au simple symbole. Vous savez que la géopolitique internationale, on considère que la France, s'il était un petit peu plus qu'un pays de 70 millions d'habitants, parce qu'après tout, l'Indonésie, le Pakistan, en ont beaucoup plus. Et plus que l'Allemagne, en définitive, sur la scène internationale, qu'on le veuille ou non, c'est grâce à 5 atouts, qui sont l'arme nucléaire, le siège du membre permanent du Conseil de sécurité, la francophonie, l'existence de la 2e zone économique maritime mondiale, qui est de plus de 10 millions de kilomètres carrés, et puis ses positions en Afrique. Vous apercevez qu'il s'est attaqué au sac. Bon. La zone économique, pas trop. La Nouvelle-Calédonie, il a juste
il s'est juste contenté d'afficher le mépris que nous avons pour ce pays. Les gens qui sont sur place et qui sont attachés à la France sont désespérés, non pas des menaces terroristes, qui sont quand même assez limitées, mais du désintérêt profond de l'establishment parisien pour ces pays. On est encore sous Louis XV, quoi. Quelques arpents de neige très loin, ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, c'est un atout fondamental de la France. Bon, il est assez content que Manuel Valls, malgré tous les reproches qu'on lui fait, ait été dénommé pour s'occuper des territoires d'outre-mer, parce que c'est leur mettre un ancien Premier ministre, c'est déjà le signe qu'on s'intéresse à eux. S'intéresse à eux. Notamment leurs tout petits voisins, cette trentaine de petits États qui sont dans les sentiers ou dans les Pacifiques. Alors, la francophonie, or qui s'attaque à tout, armes nucléaires et siège du Conseil de sécurité, il s'est évertué à vouloir le faire partager par l'Allemagne ou à transmettre à l'Europe. Le siège du Conseil de sécurité, il n'y arrivera pas pour au moins 2 raisons. Donner un siège du Conseil de sécurité et l'Allemagne, il faudrait réviser la Charte des Nations Unies. Ça veut dire l'unanimité de 150 pays. Et si on est fait rentrer l'Europe et partir à la France, il y aura au moins 10 pays qui réclameront un siège, ça ne sera pas... Donc, les négociations n'est pas possible. Quant à l'arme nucléaire, l'idée qu'elle puisse, d'une manière ou d'une autre, être importée de l'Allemagne, c'est exclu. Il y a 2 pays dans le monde qui n'accepteront jamais ça. C'est les États-Unis et la Russie. Et il y en a un troisième qui n'acceptera jamais. Il pèse un peu moins, c'est la Pologne. Israël, Pardon? Israël peut-être aussi. Les relations sont plus ambiguës. Vous savez, l'Allemagne est le premier fournisseur d'armes d'Israël. Premier fournisseur. Je ne sais pas s'ils sont payés d'ailleurs. Mais c'est très important de savoir. La France fournit très peu d'armes à Israël. Alors, voilà, la francophonie. Il a mis à la tête de la francophonie la ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame que j'ai voté tout à l'heure. C'est véritablement insultant. Et c'est le signe d'une dépendance. Et globalement, nous avons beaucoup reculé en Afrique. Pas complète. D'abord, je tiens à dire que c'est un échec de Macron, que c'est pas un échec de la France. Il aurait suffi qu'il soit poli et gentil et respectueux. C'est tout. Pour garder l'opposition. Deuxièmement, il y a quand même des pays qui restent amis de la France. Vous avez la Mauritanie, le Togo, le Bénin, le Congo français, l'Angola, le Madagascar, je vous ai dit. Il y a le cas particulier du Cameroun. Pas de contentieux avec le Cameroun, qui est dirigé par un président qui est en Suisse la plupart du temps. Enfin, il risque pas de se faire trucider dans un coup d'État, mais qui a un fondé de pouvoir très efficace sur place, qui a depuis 40 ans, et qui a donné l'ordre, quand Macron a décidé d'envoyer un ambassadeur chargé de les croire LGBT à chaque pays d'Afrique. Au Cameroun, il n'a pas eu le droit de descendre de l'avion. C'était ordre du président Biya. Et le cas du Congo-Kinshasa, qui est tout de même un immense pays de 100 millions d'habitants, 2e pays francophone du monde, 2e pays catholique du monde, mais le premier, c'est pas le même, hein, c'est le premier fleur. Kinshasa est la plus grande ville francophone du monde. Ils n'en veulent pas aux Français parce qu'ils ont de très mauvais souvenirs de la colonisation belge et ils savent, eux, que les Français étaient plus gentils. C'est vrai. C'est archi vrai. Et certains Africains ils se réfugiaient du côté français à certaines époques, au début du XXe siècle. Mais Macron les a dans le nez. Pourquoi ? Parce que ce sont les ennemis de Kagame qui les
Il y a une guerre aujourd'hui entre ces deux pays, une guerre très meurtrière, qui dure depuis 30 ans avec des épisodes et des rebondissements, qui a fait des millions de morts du côté congolais. Et cette guerre, elle a repris récemment. Et Kagame, Macron est du côté de Kagame, donc de dos. Alors, il est quand même allé à Kinshasa. Il aura fait un discours. Si vous achetez mon livre, ce que je ne saurais trop vous recommander ici ou ailleurs, vous verrez la référence de ce discours. Mais j'ai jamais vu autant de mépris concentré dans une série de phrases, enfin, là en entier. Et accablant. C'était vis-à-vis du président du Congo-Kinshasa, un pays de 100 millions d'habitants francophones. C'était ça. Bon, c'est peut-être pas la peine. Le Proche-Orient, j'en dirais peut-être un peu l'Ukraine, dont je vous ai dit que aliment complet, tentative de double jeu, malhonnêteté de la France et d'Allemagne, mais au début c'était Hollande, après ça a été lui, pour saboter les accords de Minsk qui les avaient mission d'appliquer et de mettre en œuvre et qui auraient tout sauvé. Je vous ai parlé de l'état d'esprit des Européens réunis ensemble. Et l'Europe va se caractériser aujourd'hui, l'Europe institutionnelle, en étant les derniers défenseurs de l'ancien monde. Du monde avant les bouleversements qui affectent les États-Unis. Proche-Orient, il n'a pas compté beaucoup. Après le 7 octobre, il est allé soutenir Netanyahou comme les autres Européens, mais on l'a fait comprendre qu'il ne servait à rien, qu'il fallait que l'envoyer un sous-fifre pour l'accueillir à l'aéroport. Et Netanyahou l'a reçu de mauvaise humeur en disant qu'il y avait autre chose à foutre qu'à le recevoir. Mais aujourd'hui, les relations sont mauvaises depuis 2 mois, 3 mois, pour des raisons que j'ignore. Il y a une évolution très nette de la position de Macron vis-à-vis du conflit, et il réclame avec insistance, et il a raison, et il a plus d'insistance que d'autres à cesser le feu, mais enfin, il a cessé le feu, mais enfin, il s'est fait engueuler, paraît-il, un dimanche au téléphone par Netanyahou, c'est ce qu'on dit. Je sais pas qu'il soit devenu bon. Je ne connais pas la raison ultime, mais c'est de même que je connais pas non plus les mécanismes ultimes qui ont permis d'aboutir au cessez-le-feu. Du coup, ils trouvent pas un jour l'autre, mais qui sont impliqués dessus. Alors, vous voulez que je termine, et vous voilà tout le meilleur, parce que j'ai beaucoup parlé. Dans mon livre, j'ai essayé de faire le tour de tous les problèmes parce que les gens les connaissent pas. Si vous parlez du Rwanda, sur Fukushima de Rwanda, de manière purement allusive, et si vous racontez pas ce qui s'est passé au Rwanda, les gens vous comprendront pas. Donc, si vous avez des étudiants qui veulent, en géopolitique, avoir un panorama mondial, ce petit livre peut les étudier. Il y a une réussite. C'est pas la sienne, parce qu'elle avait déjà commencé avant, c'est l'Inde. L'Inde est un pays auquel nous avons vendu des Rafales, nous avons vendu des sous-marins. On dira ce qu'on veut sur la France. Mais enfin, c'est comme un des trois pays du monde qui savent encore construire des avions de guerre, des sous-marins et des porte-avions. Les autres ne savent plus. L'Inde sera peut-être bientôt. Et donc, on les a vendus à l'Inde. Avec un grand pays comme l'Inde, on n'allait plus à des considérations psychologiques. C'est pas le Mali ou c'est pas le Niger, hein. Savoir s'il était gentil ou pas, respectueux ou pas. Non, c'est que l'Inde veut s'armer, ça comprend. Ça peut pas être directement des armes américaines, ne veut pas se passer sous son dépendance, ça peut pas être. Ils ont de très bonnes relations avec la Russie, ils reçoivent des armes de Russie, mais enfin, ils veulent diversifier. Et, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de choix. Si on prend 10 Américains et les Russes, les Anglais sont aujourd'hui en dehors du coup, il reste que les Français. Donc, la France, même si c'est un pays très engagé d'un côté, a encore la réputation d'un pays neutre en termes de ménage. Donc là, c'est pas mal réussi. Je vous ai parlé de qu'est-ce qu'il faudra faire quand il sera plus là. Je crois qu'il faudra pas se précipiter en disant la France, il faut pas rester modeste et assumer
pas assumer en disant nous prenons la suite, mais laisser être très respectueux, très courtois, c'est le b.a-ba de la diplomatie. C'est pour ça qu'il a supprimé le corps diplomatique. Premièrement, parce que le corps diplomatique, il faut une nation derrière, et que dans son esprit, il n'y aura pas de nation. Et la deuxième, c'est que corps diplomatique, c'est un bon diplomate, c'est quelqu'un qui s'intéresse au pays où il est. Or, lui s'intéresse à aucun de ces pays-là. Il a des idées abstraites, même à l'Europe. C'est pas l'Europe charnelle. C'est une abstraction pour lui, l'Europe. Voilà. En tous les cas, il y aura sûrement remonté une pente, mais le reste du monde nous attend. La France est plus importante pour le reste du monde que pour les Français. Elle est. Alors, non, je ne vais pas terminer. Presque. Ils nous ont laissé. C'est comme une fille de bonne famille qui se débauche, qui est partie, etc. C'est comme la Bible, l'enfant prodigue. Bon, elle est plus là. On déplore ce qu'elle est devenue, mais on lui laisse son couvert, au cas où elle reviendrait. C'est un peu ce qu'a fait le président chinois. Il vient en Europe, il visite la Serbie. Bon, il y a des nids en particulier. Là, en Hongrie, il y a aussi des nids en particulier. La France, il n'y avait pas le nid en particulier, mais il vient en France. Non pas qu'il sait très bien que la France est parfaitement alignée sur les États-Unis, mais il sait que potentiellement, elle ne l'est pas. Un jour, la France redeviendra la France. Donc, si vous voulez, le monde, même si Macron s'en fout, le monde a besoin de la France et le monde attend la France. Voilà. Et donc, c'est sur cette base que nous pourrons, je l'espère, un jour repartir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.